Elle a giflé mon bébé au repas de Noël. Le son a retenti dans la pièce, assez fort pour arrêter le bourdonnement des lumières pendant une demi-seconde. Le cri de mon fils s'est transformé en silence, mais personne ne l'a regardé. Ni ma sœur, ni mes parents. Ils se sont contentés de me regarder, attendant la réaction habituelle, que je m'excuse, que je me rétracte, que je réagisse de manière excessive. Je n'ai pas bougé, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Mon mari a repoussé sa chaise lentement et délibérément, le genre de mouvement qui change une pièce avant qu'un mot ne soit prononcé. Elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit calmement, « Sortez ». J'avais déjà tout préparé en silence, l'échangeant pour le reste de ma vie. Restez et dites-moi si j'avais raison ou tort. J'ai grandi en apprenant à disparaître bien avant de comprendre ce que ce mot signifiait. À 10 ans, je me tenais au fond de la salle à manger de mes grands-parents. Juste à côté de la vieille chaise en bois à l'assise défraîchie. Tout le monde la connaissait comme la chaise supplémentaire. Pour moi, c'était la mienne. De là, je voyais ma sœur Marlène, de 2 ans plus âgée, plus bruyante, déjà traitée comme si un projecteur la suivait, être placée au centre de chaque photo de famille. Et ma mère, Evelyne, se recoiffait, levait le menton et disait, « Voilà, c'est parfait ». Si je m'avançais, elle me guidait vers l'arrière d'une main douce et d'un sourire exercé. « Laissez votre sœur briller ». Mon père, Harold, ne discutait jamais. Et elle se contentait de régler les paramètres de l'appareil photo, faisant semblant de ne pas me voir rôder dans le coin, faisant semblant de ne pas entendre le raclement de cette chaise solitaire lorsque je m'asseyais à nouveau. Le schéma n'a pas commencé là, mais c'est le premier endroit où je me souviens l'avoir ressenti dans mes os. Lorsque j'ai rapporté un prix de l'école, Marlène a accidentellement renversé du jus de fruits sur le certificat. Maman s'est précipitée pour la réconforter au lieu de s'occuper de moi. Elle ne le pensait pas, a-t-elle dit. Tu sais que ta sœur est sensible. Sensible. J'ai entendu ce mot plus souvent que mon nom. Chaque fois que j'hésitais, que je posais des questions ou que je me trouvais simplement au mauvais moment, maman le murmurait comme un diagnostic destiné à excuser tous les autres. La contribution de papa était une neutralité tranquille et constante. Il murmurait, ne rendez pas les choses plus importantes qu'elles ne le sont. Cette phrase m'a suivi tout au long de l'enfance, comme mon ombre, les vêtements s'aplatissant inévitablement, alors qu'à l'adolescence, le fossé se creusait. Quand Marlène a voulu des places de concert, on m'a dit de lui donner l'argent que j'avais économisé. Tu es douée pour la planification, disait maman. Comme si la responsabilité était une ressource naturelle que je leur devais. Quand j'ai eu besoin d'un chauffeur pour un projet scolaire, ils ont oublié 2 fois. Et la 3e fois, papa a simplement dit, demande à ta sœur, même si elle était déjà partie avec des amis. Lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai pensé que l'âge adulte mettrait fin à ce schéma. Il n'en a rien été. Lors des repas de fête, les histoires de Marlène remplissaient la table. Et si je parlais, quelqu'un m'interrompait. Si je n'étais pas d'accord, la salle se raidissait. Maman me disait, tu interprètes trop les choses. Et c'était reparti, le signal de me taire avant que toute la table ne se retourne. Les années ont passé. J'ai déménagé, j'ai construit ma propre vie, mes propres rythmes. Mais l'ancienne programmation est restée, recule. Adoucis-toi. Ne perturbe pas l'équilibre qui protège tout le monde sauf toi. Je n'ai compris le coup de ce silence qu'à la naissance de Rowan. Lorsque mon fils a pleuré et que Marlène m'a reproché de réagir de façon excessive, quelque chose de petit s'est fissuré en moi. Quelque chose de vieux, quelque chose qui avait la forme de cette chaise en bois défraîchie. Cela ne s'est pas encore ouvert, mais cela a bougé suffisamment pour que je m'en aperçoive. Avec le recul, je peux nommer le moment où le modèle s'est cimenté. C'était ce soir-là, debout derrière les flashs de l'appareil photo, quand maman s'est tournée vers moi et m'a dit, « Joy, arrête d'être si sensible. » C'est ce jour-là que j'ai appris ma place dans cette famille. Et la maison était silencieuse après le repas de Noël, le genre de silence qui ne donne pas l'impression d'être paisible, mais simplement pesant. J'étais dans le couloir en train de bercer Rowan. Sentant son souffle monter et descendre contre mon épaule. Et la marque rouge sur sa joue s'était atténuée, mais elle était toujours là, faible et accusatrice sous la lumière chaude de la lampe. J'entendis des pas derrière moi, lents et assurés. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qu'il s'agissait de Marlène. Ma sœur s'est arrêtée à quelques mètres, les bras croisés, la voix déjà modelée sur le ton qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait gagner sans avoir l'air cruel. « Tu as fait une scène, dit-elle. Honnêtement, Joy, tu exagères.
Encore une fois. Encore. Le mot a atterri comme un vieux bleu qui se rouvre. Je n'ai pas répondu. J'ai serré Rowan dans mes bras, appuyant ma main contre son dos, laissant le mouvement manquer point dans notre famille. Le silence mettait généralement fin aux disputes, car il signifiait la capitulation. Elle l'attendait comme elle le faisait toujours. Quand elle n'obtenait pas la réaction qu'elle souhaitait, elle soupirait bruyamment comme si je l'avais dérangée. Tu sais que maman est d'accord avec moi, a-t-elle ajouté. Elle a dit que tu étais trop émotive pour être prise au sérieux. Ma gorge s'est serrée, mais mon visage n'a pas bougé. Des années de pratique. Marlène s'est rapprochée, baissant la voix. Si tu veux que cette famille reste normale, Joy, arrête de tout transformer en drame. Tu nous as mis dans l'embarras. Nous. Comme si je vivais à l'extérieur d'une porte qu'il n'arrêtait pas de fermer. J'ai déplacé mon poids, sentant le mur contre mon omoplate. Le papier peint sentait légèrement la cannelle à cause des bougies de Noël. Pendant un moment, j'ai écouté le lointain cliquetis de la vaisselle, un rire provenant de la salle à manger et une lente et régulière expiration. Tout le reste me paraissait plus net et plus fin. J'ai fini par la regarder. Pas avec colère, pas avec peur, juste avec clarté, calme, froid, propre. Elle a cligné des yeux, déconcertée par l'absence d'effondrement. Tu m'as bien entendu, a-t-elle demandé. Je t'ai entendu, ai-je dit, d'une voix ferme. Quelque chose a changé dans son expression. Elle ne savait pas pourquoi mon silence était différent cette fois-ci. Elle savait seulement qu'il n'avait pas plié. Quand je me suis éloignée, elle ne m'a pas suivi. Elle n'a pas compris qu'au moment où elle m'a qualifié de dramatique, le scénario qu'ils avaient écrit pour moi, toute ma vie, a enfin commencé à se dissoudre. Je n'ai pas craqué. Je n'ai pas craqué. J'ai simplement cessé de rétrécir. Et ce fut le début de tout ce qui s'ensuivit. Je n'ai pas quitté la maison en colère. Je suis partie avec Rowan emmitouflé contre ma poitrine, son souffle chaud à travers le tissu, l'air froid se resserrant autour de nous comme si la nuit voulait m'empêcher de dormir. Marcus marchait devant, portant le sac allongé d'une main, son autre main se posant près de mon dos, sans le toucher. Juste en le sentant. Il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Le silence entre nous n'était pas un évitement, c'était une prise de conscience. Une fois rentré à la maison, j'ai couché Rowan dans son berceau. Son petit poing s'ouvrait et se fermait tandis qu'il s'assoupissait, inconscient du chaos qu'il avait absorbé. J'ai regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser, puis j'ai reculé vers le couloir où la lumière était plus douce. Mes doigts ont effleuré le bracelet que j'avais au poignet, une vieille habitude, et quelque chose en moi s'est mis en place. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas emportée. Je n'ai pas repassé la gifle dans ma tête. J'ai bougé. Dans le salon, la lampe jetait une lueur tranquille sur la table basse. J'ai posé mon téléphone, je l'ai déverrouillé et j'ai ouvert une note vierge. Mes pouces ont plané un moment avant de taper la première ligne, 25 décembre, 19h14. Rowan a giflé. Puis j'ai ajouté les détails, l'angle de l'anneau lumineux, la distance par rapport à la table, l'heure à laquelle les pleurs de mon fils ont cessé. Les mots sont apparus nets et précis, comme si l'on coupait une ligne droite dans un tissu. Lorsque j'ai terminé cette entrée, j'ai ouvert le rouleau de l'appareil photo et j'ai fait défiler jusqu'à la photo que j'avais prise dans le couloir. La joue de Marlène, la légère empreinte rouge, la lumière douce qui en capturait le contour. Je l'ai sauvegardée dans un dossier intitulé « Notes sur la santé de Rowan ». Ce n'était pas la colère qui me guidait. C'était de la précision. Ensuite, j'ai ouvert le chat du groupe familial et j'ai fait des captures d'écran de tout ce qui comptait. Le texte dédaigneux de ma mère du mois dernier, les messages de Marlène sur le contenu du film, Evelyne me disant de ne pas gâcher l'ambiance avec mes inquiétudes. Chaque capture d'écran a été placée dans son propre dossier. Ensuite, j'ai ouvert la feuille de calcul que j'utilisais pour planifier le ménage. J'ai créé un nouvel onglet, la chronologie, un autre onglet, les observations des témoins, un autre, les journaux de communication. Mes doigts se déplaçaient plus rapidement à mesure que la structure se construisait sous mes mains. J'ai replié mes jambes sur le canapé et me suis penché en avant, ajustant la couverture drapée sur la coudoir. La maison était silencieuse, à l'exception du doux cliquetis du clavier et du faible ronronnement du chauffage. Elle entra dans la pièce, s'arrêta derrière moi et posa une tasse de thé chaud à mon coude. Il n'a pas demandé ce que je faisais. Il a vu les dossiers, les captures d'écran,
la photo de Rowan. Il m'a seulement dit, prends ton temps, puis il a reculé, me laissant le champ libre pour continuer. Je n'avais pas besoin de permission. J'avais besoin de clarté. J'ai créé un document contenant toutes les notes médicales depuis la naissance de Rowan, les températures, les visites chez le médecin, les habitudes alimentaires. Non pas pour en faire une arme, mais pour le protéger, pour montrer la vérité sans élever la voix, pour construire quelque chose d'assez solide pour que personne ne puisse dire que j'ai réagi de manière excessive. L'horloge sur le mur a dépassé minuit. J'ai continué à taper. À un moment donné, j'ai ouvert le dossier de facturation reçu de paiement, la trace écrite habituelle de l'âge adulte. J'ai parcouru les dossiers en notant les dates, en les recoupant avec des conversations, en alignant des schémas que j'avais ignorés par habitude. Non pas parce qu'ils avaient un rapport direct avec ce qui s'était passé, mais parce qu'ils prouvaient quelque chose de plus profond. Pendant des années, j'avais assumé le travail émotionnel et logistique de cette famille tout en étant traité comme l'arrière-plan de ma propre vie. J'ai rapproché l'ordinateur portable et créé un dernier onglet intitulé « Recommandations simples ». Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas vindicatif. Il s'agissait d'une liste d'étapes à franchir pour les soins de Rowan, pour les limites de la communication, pour la sécurité, pour la vérité. Puis vint la partie la plus difficile, l'envoi du courriel. Je l'ai rédigé lentement, en lisant chaque mot à haute voix dans mon esprit. Ce n'était pas une accusation. Ce n'était pas une menace. C'était de la documentation. Neutre, stable, factuelle. Je l'ai adressé à un conseiller juridique que j'avais contacté une fois auparavant lors d'un problème difficile de congé de maternité. J'ai joint les dossiers, la chronologie, les photos. Mon curseur a survolé le bouton d'envoi. J'ai expiré une fois profondément et silencieusement. Puis j'ai appuyé sur le bouton. Le bruit de l'email quittant ma boîte d'envoi ressemblait à celui d'une porte qui se referme doucement. Ce n'est pas dramatique, c'est juste définitif. Marcus est revenu, appuyé contre l'embrasure de la porte. Tu es sûr, a-t-il demandé. Oui, répondis-je. J'en ai assez d'être le seul à me souvenir de ce qui s'est réellement passé. Je me suis levé et me suis étiré, sentant pour la première fois la douleur dans mes épaules. Le salon avait la même apparence que d'habitude, lampe, canapé, jouets dans un panier, mais l'air était différent, comme si j'entrais dans une pièce qui venait d'être nettoyée de quelque chose d'invisible. Je me suis approché du berceau de Rowan et j'ai posé ma main sur son dos, sentant le rythme régulier de sa respiration. Son innocence me semblait plus lourde maintenant, non pas parce qu'elle avait besoin d'être protégée, mais parce que je comprenais enfin à quoi ressemblait la protection. Et la force n'augmente pas toujours avec le volume. Parfois, elle s'élève avec la documentation. Parfois, elle s'élève avec le silence. Tandis que je regardais mon fils, je savais une chose avec une certitude absolue. Cette fois, je ne réparerais pas ce qu'ils avaient cassé. Et la maison avait un aspect différent lorsque nous sommes revenus quelques jours plus tard. Elle n'était ni décorée, ni chaleureuse, juste sombre. Les lumières de Noël restantes clignotaient de manière irrégulière dans la fenêtre, comme si elles étaient fatiguées de faire semblant. Nous étions là parce que ma mère avait insisté pour que nous parlions en famille. Au téléphone, son ton avait été brusque, défensif. Elle n'a pas demandé comment allait Rowan. Marcus a porté Rowan dans son siège auto et l'a posé délicatement près de la porte. J'ai gardé mon manteau. L'air de la salle à manger sentait encore légèrement la cannelle et quelque chose de métallique. Et la lampe torche du dîner de Noël était posée sur le sol, débranchée, ses pieds s'étalant comme un trépied cassé. Marlène était déjà à table, les bras croisés, l'expression répétée quelque part entre l'indignation et l'innocence. Ma mère se tenait derrière elle, comme pour la protéger d'une accusation que personne n'avait encore formulée. Mon père a ajusté une chaise mais ne s'est pas assis, observant Marcus avec une prudence qui n'existait pas auparavant. Joy, commença maman. Nous pensons tous que tu as mal compris ce qui s'est passé, la phrase familière, un scénario dans lequel j'avais vécu pendant des années. Avant que je ne puisse répondre, Marlène a ajouté. Tu as tout aggravé en envoyant cet email. Tu nous as pris par surprise. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé la table, la même table où mon bébé avait été giflé, la même table où le silence avait été plus fort que ses pleurs. Marcus ne s'est pas rassis. Il a posé ses deux mains sur le dossier d'une chaise, la tension de ses bras contrôlée, contenue. Nous sommes ici pour que tout le monde entende la vérité, dit-il d'une voix posée. Maman se moque. La vérité, Joy a toujours
Elle s'est arrêtée quand Marcus s'est redressé. Ce n'était pas un homme qui utilisait le volume. Il utilisait la présence, et en ce moment même, la pièce semblait plus petite à cause de cela. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé un mince dossier sur la table. Rien de spectaculaire, juste du papier. Des photos, des chronologies, des captures d'écran, des notes, tout était propre, organisé, sans émotion. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que toute cette documentation? J'ai dit calmement. Puisqu'aucun d'entre vous ne l'a regardé cette nuit-là, Marlène a roulé des yeux. Vous exagérez. Marcus a pris la parole, d'une voix calme mais tranchante. Elle a giflé un enfant. Les mots ont atterri plus lourdement que le dossier. Le silence s'est installé. J'ai ouvert la première page. Une photo de la joue de Rowan, une légère empreinte visible à la lumière du couloir. Elle a été prise 10 minutes après le dîner. Je l'ai envoyée à un spécialiste en pédiatrie. Son évaluation est jointe. Le visage de ma mère s'est crispé. Joy, tu n'avais pas besoin d'envenimer les choses. Je n'ai pas eu à le faire, ai-je répondu. C'est le système qui l'a fait. J'ai fait glisser une autre page vers l'avant, mes notes sur l'évaluation des risques, les conseils du conseiller, la documentation qui échappait désormais au contrôle de la famille. Il ne s'agit pas de punir qui que ce soit, ai-je dit. Il s'agit de protéger mon enfant. Et la chaise de Marlène a grincé brusquement. Vous me faites passer pour un monstre. Non, ai-je répondu. Je montre ce qui s'est passé. Elle s'est levée brusquement, les yeux brillants. Ta joie pathétique. Tu as toujours besoin de te sentir victime. Avant que le vieux malaise ne remonte dans ma gorge, Marcus s'est avancé, lentement, fermement. Ça suffit, a-t-il dit. Elle a ouvert la bouche, prête à se battre. Il ne lui en a pas donné l'occasion. Il l'a regardé droit dans les yeux, comme il l'avait fait la nuit de la gifle, et a prononcé les mots qui ont coupé plus net que la colère n'aurait jamais pu le faire. Et la pièce s'est figée. Ma mère a sursauté. La mâchoire de mon père s'est contractée. Marlène s'est figée, prise entre l'indignation et l'incrédulité. Vous pouvez partir, a ajouté Marcus. Ou nous le ferons. Le pouvoir s'est déplacé si silencieusement que j'ai eu l'impression d'un changement de température. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma sœur chercher dans la pièce quelqu'un pour la défendre et ne trouver personne pour le faire. Elle a saisi son sac à main, marmonnant quelque chose sous sa respiration, mais ses yeux ont évité les miens. Elle a évité le dossier. Elle a évité la vérité. Elle est sortie sans se retourner. Et la porte a cliqué doucement derrière elle, un petit bruit avec le poids d'une faim. J'ai expiré une fois, régulièrement, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années. Et ma mère a parlé la première, la voix tremblante. Joy. Que se passe-t-il maintenant? J'ai refermé le dossier. Le reste est en marche, ai-je dit. Et pour une fois, c'est à moi de l'arranger. La maison semblait plus légère après son départ, même si rien n'avait changé. Les mêmes murs, les mêmes meubles. La même lumière tamisée traversant les rideaux. Mais l'air ne portait plus le poids de l'attente de l'approbation de quelqu'un d'autre. C'était comme si le silence avait enfin changé de camp. Nous sommes rentrés à la maison sans parler. Rowan a dormi pendant tout le trajet, ses petites respirations embrumant le bord de sa couverture. Marcus gardait une main sur le volant, l'autre reposant près de la mienne, sans la toucher, juste là, comme c'est souvent le cas pour un soutien silencieux. J'ai regardé la ville défiler par la fenêtre, les lumières s'étalant en doux rubans. Tout semblait étrangement ordinaire, mais je ne me sentais pas du tout ordinaire. À la maison, j'ai porté Rowan dans le jardin. Le soleil d'hiver était bas sur l'herbe, assez doux pour ne pas piquer, assez chaud pour ne pas se sentir vide. Je l'ai posé près du patio et il s'est hissé sur les pieds du banc en bois, vacillant, une détermination pure et simple. Il a ri d'un petit rire pétillant et nouveau. Un son qui n'était pas influencé par les attentes de quelqu'un d'autre. Je me suis assise à côté de lui, laissant le moment s'étirer, respirer. Pendant des années, j'ai confondu le silence avec l'abandon. J'avais appris à prendre du recul, à adoucir les angles, à me faciliter la tâche pour que la famille reste intacte. Mais en regardant Rowan se stabiliser sur des jambes incertaines, j'ai compris quelque chose de simple et d'irrévocable. Le silence ne fait mal que lorsqu'il appartient à quelqu'un d'autre. Lorsqu'il vous appartient, il devient quelque chose de différent.
une frontière. Un début. À l'intérieur, le dossier que j'avais fermé chez mes parents reposait sur le comptoir de la cuisine, intact. Pas de téléphone qui sonne. Pas de message frénétique. Pas d'excuses. Juste un espace ouvert, dégagé, en attente. Elle n'est jamais revenue. Et la pensée s'est installée sans amertume. Pas de célébration. Pas de chagrin. Juste la vérité. Une ligne nette tracée là où régnait le chaos. Le vent soufflait légèrement dans la cour, frôlant les cheveux de Rowan qui changea de position et fit un petit pas chancelant vers moi. Je lui ai tendu les mains, mais je ne l'ai pas rapproché. Je l'ai laissé trouver l'équilibre tout seul. Lorsque cette chose silencieuse a finalement lâché prise, quelque chose que je portais depuis l'enfance et qui avait la forme d'une chaise en bois au bout d'une longue table, pour la première fois, le silence m'a semblé être le mien. Et la cour devint silencieuse alors que les dernières lueurs du jour glissaient derrière la clôture, ne laissant que le doux bruissement de l'herbe hivernale. Rowan se stabilisa contre le banc, m'observant avec de grands yeux libres. J'y respirai l'air froid, le laissant s'installer à l'endroit où vivait la peur. Le passé n'a pas disparu, mais il ne contrôle plus la forme de mes journées. Les familles se brisent de manière bruyante. Mais elles se brisent aussi dans le silence. Parfois, ce silence devient le premier son honnête que vous entendez. Les limites ne sont pas une revanche. Elles sont l'endroit où votre vie commence enfin. Et si vous avez déjà vécu un tel silence, dites-moi ce qu'il vous a appris. Le moment où tout a basculé pour vous. Je vous écoute. Quelque part, quelqu'un qui a besoin de votre histoire vous écoute aussi.